Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un update lecture assez conséquent puisque je souhaite vous présenter les lectures que j'ai pu effectuer depuis, je dirais, mi-août, donc environ le moment où j'ai déménagé. Vous allez voir qu'il y a bon nombre de genres littéraires comme d'habitude, mais je trouve que cet update-ci sera particulièrement varié puisque j'ai tout à la fois lu des ouvrages d'extrême contemporain, des ouvrages qui ont vraiment je dirais une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, d'autres qui sont un petit peu plus obscurs, mais aussi des classiques, un petit peu de jeunesse également, donc surtout des albums très variés. Donc j'espère que vous y trouverez votre compte et que certains des titres présents pourront vous intéresser. Je vais commencer par l'abandon, donc, et il y en a un qui a failli en être un, à ma grande surprise, parce que de ce qu'il me semblait et au vu de l'amour que je porte à l'adaptation cinématographique, je pensais bien plus aimer cet ouvrage. Donc je vais commencer par Distorsion, que je vous mettrai en photo juste ici, qui est un ouvrage donc d'Émilie Gauthier et Sébastien Levesque, qui met en scène, donc je l'ai seulement sur la liseuse, donc je ne peux pas vous le montrer. J'ai lu 52 pages sur 212 et je dois reconnaître que j'ai été assez dérangée par plusieurs choses, donc on va, je dirais, entrer dans une espèce d'analyse de certains faits divers. Je pense notamment à l'histoire du Cecil Hotel par exemple, mais bien d'autres histoires aussi. Il y a des choses qui sont un petit peu plus, je dirais, farfelues, un petit peu plus complexes en tout cas à analyser et qui amènent, qui font moins appel à la rationalité, je dirais, au sein de l'enquête. On est bien plus dans des espèces de portraits et de suites dans des affaires bien spécifiques, mais de personnes ayant véritablement existé. Donc ce sont un petit peu des affaires non résolues, des mystères qui continuent de planer et on explore les différentes pistes qui pourraient potentiellement expliquer la disparition ou la mort tragique des personnes concernées. Je n'ai pas beaucoup apprécié ce titre pour diverses raisons. Je n'ai pas beaucoup aimé le format qui fait appel à différentes notes de la part des différents auteurs. Donc vous avez l'histoire en question, donc une espèce de descriptif de l'affaire. Ensuite vous avez toute une partie qui, selon les cas, va parler du procès, d'autres va parler donc des différentes démarches plus scientifiques et policières. Et vous avez donc des encarts spécifiques dans lesquels vous avez les auteurs qui donnent leur opinion ou qui glissent un petit mot personnel. Ce n'est pas qu'en soi l'ouvrage ne m'intéressait pas, mais la plupart des histoires en tout cas que j'ai fréquentées sur ces premières pages sont des histoires que je connaissais déjà et je trouvais que finalement le livre en lui-même était assez peu substantiel, donc j'ai préféré ne pas poursuivre ma lecture et basculer sur autre chose puisque j'étais dans une espèce, je dirais, d'euphorie lecture horrifique. Et je souhaitais véritablement lire ce genre de titre et non pas, je dirais, justement des affaires qui sont liées à du true crime. Je fais vraiment la différence entre les deux. C'est pas du tout, à mon sens, en tout cas chez moi, ça ne se manifeste pas du tout par le même appel. Je dirais qu'il y a beaucoup de curiosité en termes de psychologie et de démarches policières, de démarches médicales aussi, quand je m'intéresse au true crime. En ce qui concerne l'horreur, je reconnais que c'est un plaisir beaucoup plus primaire et sommaire, qui consiste à aimer le sentiment, ce qui est censé être dominant, qui est celui à minima, je dirais, de l'étrangeté et du dérangement et dans le meilleur des cas, de la peur. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je suis une grande consommatrice de films d'horreur également. Donc Distorsion, j'ai laissé tomber. Le second livre que j'ai failli abandonner, vous allez voir que donc ça n'a finalement pas grand chose à voir, c'est Jurassic Park de Michael Crichton, qui propose un propos scientifique très intéressant et bon nombre de, je dirais, d'avertissements concernant les avancées de la génétique et plus généralement les avancées de la science et ce qu'on peut en faire. Cette espèce d'idée qu'on s'approprie l'idée de vie aussi et qu'on se place finalement comme un espèce de dieu qui tire les ficelles de l'existence d'espèces donc qui n'existent plus. Le postulat de départ est très intéressant. D'ailleurs, il y a une partie qui, je peux comprendre, peut rebuter le lecteur parce qu'elle a un côté un petit peu plus scientifique dans ses formulations et dans
les bons nombres de terminologie, d'usage de termes, donc j'entends qu'il y a une forme d'exigence qui ne soit pas forcément au goût de chacun, mais c'est vrai que cette partie-là m'a beaucoup plu. Il faut savoir que si vous êtes vraiment amateur de Jurassic Park au cinéma, donc sous toutes ses formes, toutes ses déclinaisons, vous allez trouver bon nombre de scènes mythiques dans Jurassic Park, l'ouvrage, mais vous allez voir que certaines ont été adaptées dans Le Monde Perdu, qui est le second, ou voire même dans Jurassic World pour d'autres. Et dans Jurassic Renaissance pour une en particulier, qui met en scène un T-Rex qui nage. C'est une scène que j'avais hâte de voir au cinéma. Bon, le film était particulièrement médiocre à mon sens, mais ne serait-ce que pour cette scène, voilà, j'étais contente d'être allée le voir au cinéma. Le problème de ce livre, ce n'est pas tant son propos, ce n'est pas tant, je dirais, sa construction, ni ses personnages, même si je trouve que les personnages sont bien moins attachants que ce qu'ils le sont dans le film de Spielberg, parce que déjà, vous avez un biais qui est pris, que je trouve extrêmement dérangeant, c'est que on a un côté très manichéen chez les personnages. Vous avez John Hammond qui est donc le vieil homme qui est à l'origine de l'ouverture du parc et des recherches, enfin qui impulse certaines recherches chez InGen, donc le laboratoire en génétique. Dans Jurassic Park, le film, vous avez donc cet aspect double de John Hammond qui est à la fois un homme d'affaires mais qui est aussi passionné par les animaux, qui adore ses petits-enfants et qui certes souhaite faire de l'argent avec ce parc, mais qui par-dessus tout a le désir de, je dirais, jouir de cette espèce de satisfaction et de réalisation de faire renaître les dinosaures. Et qui a aussi cette volonté de voir le public et les visiteurs, je dirais, s'émerveiller de cette renaissance et des possibilités multiples qu'offre la science. Donc on a un John Hammond bien plus penché sur la science et ses possibilités dans le film. Au sein du livre, on a un méchant qui est, je dirais, vraiment basique dans sa construction. C'est un vieil homme un petit peu aigri, un petit peu qui se met très facilement en colère, un petit peu teigneux, qui aime bien ses petits-enfants, qui aime bien les personnes de manière générale, mais qui manque souvent de respect, qui doit des sommes d'argent considérables et qui voit dans ce parc une espèce d'affranchissement justement de ces multiples dettes qu'il a pu accumuler, tout en même temps qu'il est présenté comme un personnage extrêmement riche. Donc il y a cette ambivalence par contre du côté financier, mais c'est quelque chose qui prédomine très largement dans la psychologie de ce personnage. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans le film, mais qui est fait de façon beaucoup plus intelligente. Vous avez John Hammond qui systématiquement prononce cette phrase du « j'ai dépensé sans compter ». On a complètement cet aspect-là dans Jurassic Park, le livre, mais avec cette prise de position de mettre en scène un personnage qui est absolument détestable parce qu'on déteste John Hammond. Et je dois reconnaître que cette espèce de dissonance que créent les diverses implications d'émotions que vous allez avoir vis-à-vis de ce personnage dans le film et dans le livre, c'est vraiment déroutant. Commencez peut-être par le livre, parce que le film ne propose pas la même chose. Ensuite, dans les choses qui m'ont un petit peu dérangée, c'est que finalement les scènes avec les dinosaures c'est tellement graphique que pour moi ça fait appel à l'imaginaire du cinéma. Et comme nous avons cet imaginaire du cinéma, je dois reconnaître que la littérature était assez pauvre, en tout cas sous cette forme-là, à permettre de visualiser, je dirais, les images autrement que ce qu'elles nous ont été données avec ces espèces d'animatroniques dans les années 90. 93 je crois, si je me souviens bien, pour le premier Jurassic Park. Il y a vraiment tout un imaginaire, je dirais, qui est absolument lié au cinéma dans Jurassic Park, et le livre évidemment s'affranchit. C'est pas qu'il s'affranchit, c'est que ce passif n'existe même pas au moment où Jurassic Park est écrit. À mon sens, le film est meilleur que le livre. Ce n'est pas quelque chose que je dis souvent, mais pour moi c'est incomparable, vraiment incomparable. L'émotion que porte la musique, les plans au cinéma, le fait de voir les dinosaures, leur grandeur, cette espèce de créatures gigantesques qui pourraient nous balayer tellement facilement, c'est fascinant, et c'est fascinant parce qu'on le voit, parce qu'on l'expérimente, parce qu'il y a quelque chose de sensoriel, et cette sensorialité justement ne se retrouve pas dans le livre, ce qui à mon sens est un bon bémol. Donc c'est un presque abandon. Je suis contente de l'avoir terminé tout de même. Ce n'est pas une mauvaise lecture à proprement parler, mais je suis beaucoup moins emballée que ce que je pensais. D'ailleurs, j'imaginais faire un format dédié
à ce titre-là, donc une vidéo unique sur mon analyse de Jurassic Park, mais je vais rester sur des considérations assez primaires et vous dire que oui, effectivement, je dirais que les propos concernant la science, concernant la nature, concernant l'impact de l'homme sur cette même nature, sa propension à justement endosser un rôle qu'il n'a pas en voulant absolument jouer avec la génétique ou avec des choses qu'il ne maîtrise pas, c'est très intéressant, très enrichissant, mais ça ne suffit pas à mon sens à faire à créer, je dirais, l'affect et le divertissement que pouvait susciter le film, même si encore une fois ce sont deux produits culturels différents. Puisque je suis partie dans cette dynamique de classifier plus ou moins les livres en fonction de ce qui m'ont fait ressentir et donc de partir de ceux qui m'a le moins inspiré, je vais vous parler d'une démarche que j'avais faite récemment. Je souhaitais vous faire une vidéo dédiée mais je n'aurais pas le temps, donc autant que j'évacue ce titre-là des titres dont je dois vous parler. Il s'agit de Normal People de Sally Rooney, qui est ma première lecture de l'autrice. J'envisageais de créer un format dans lequel j'analyse et je réfléchis le succès d'une œuvre. Et Sally Rooney, c'était une autrice qui était dans mon viseur parce qu'on en entend parler partout, notamment avec la sortie, il me semble que c'est d'Intermezzo qui est paru récemment. Je me suis dit, je vais quand même commencer par la base. Il me semblait que la base est ce qui avait suscité un engouement planétaire, j'ai l'impression, à l'égard de cette autrice. C'était donc Normal People. Normal People qui est publié aujourd'hui, lorsque vous le cherchez en librairie, en poche dans le rayon littérature internationale. Je suis très sceptique concernant ce titre. Si à l'initial je voyais ce que beaucoup de personnes peuvent trouver à la richesse des personnages de Sally Rooney, plus le temps est passé et plus je me suis rendu compte que finalement c'était une question de marché et de mise en rayon. C'est-à-dire que dans Normal People, on suit deux protagonistes, je ne me souviens plus leur nom, je ne vais pas aller les chercher, je suis désolée, mais deux protagonistes qui se rencontrent au lycée. Lors de leur scolarité, il se trouve qu'ils sont acceptés de manière bien différente. C'est-à-dire que la jeune fille est rejetée de par ses nombreux aspects marginaux, elle ne se sent pas forcément jolie, d'ailleurs elle est rarement décrite comme telle dans le texte, c'est une jeune fille qui est amené d'une manière assez banale, et on a à contrario un jeune homme qui... Alors je pensais qu'on allait être vraiment dans cette dichotomie absolue du garçon hyper populaire, très enjoué, très dans la sociabilité, ce qui est le cas, mais les personnages ne sont pas si différents que ça. La différence entre les deux, c'est que un essaie de singer les comportements de ses camarades afin d'être intégré au groupe, alors que la jeune fille ne le fait pas. Une relation... à l'initiale sexuelle va naître entre les deux personnages, et petit à petit, évidemment, ils vont développer des sentiments l'un pour l'autre. Je pense que ce qui plaît dans le roman, c'est le fait qu'il y a des ellipses temporelles assez longues d'un chapitre à un autre, et que ces ellipses temporelles nous laissent à peine entrevoir ce qu'ont pu faire et ce qu'ont pu devenir nos deux personnages. Mais en soi, en dehors de de ces milliers de ventes qu'a pu entraîner ce titre, de sa médiatisation et de sa distribution dans le rayon littérature adulte, contemporaine, étrangère, et je dirais de la communication qui est autour de ce titre, on est dans une romance. On a l'impression que finalement le genre de la romance est décrié au travers de ce titre, en sachant que ce n'est que ça. Normal People, ne vous attendez pas à quelque chose. Je m'attendais à vraiment des psychologies de personnages absolument sensibles, d'une grande subtilité, avec des reliefs multiples qui allaient évoluer au fil du temps. Mais pas du tout, j'ai eu l'impression de lire un petit peu de Jojo Moyes avant toi. Voilà, j'avais l'impression d'être en face de ce type de titre où on me dit non, tu n'es pas dans une romance parce que je n'ai pas commercialisé le livre comme tel, mais en fait la seule différence qu'il y a entre ce titre et une romance, c'est qu'il n'y a pas un mec torse nu sur la couverture. C'est la seule différence. Et je suis assez dérangée par cette espèce de volonté de faire de l'argent en n'affirmant pas et en n'assumant pas le genre littéraire auquel appartient ce titre-là, et en lui prêtant des considérations et des subtilités d'écriture et de construction des psychologies des personnages qu'il n'a pas. Il ne recèle absolument pas les ressources qu'on lui prête, à mon avis. Ce n'est pas un mauvais livre, d'ailleurs en soi j'ai trouvé que c'était assez divertissant. Très honnêtement, au quart du roman, j'étais fatiguée, je trouvais que c'était répétitif, qu'on était dans ce schéma donc d'ellipse temporelle qui pouvait être intéressant, mais qu'on ne l'exploitait pas du tout suffisamment parce que les plages de temps qui nous séparent d'un moment et d'un autre sont parfois si brèves que l'évolution du personnage
est quasiment impossible. Et de ce fait, on retrouve des similitudes dans les attitudes et on se demande à quoi a pu servir cette ellipse temporelle si ce n'est à montrer au lecteur qu'on a voulu donner une espèce de bagage et de passif au personnage. Et je dois reconnaître que je n'ai pas été transcendée par toutes ces choses-là. La seconde partie du roman, donc quand les personnages se retrouvent, c'est pas la seconde partie en réalité, dès le premier quart, on a ce schéma-là. On se rend compte que finalement les rôles sont inversés lorsque les deux personnages sont à l'université, puisque la jeune fille devient populaire et le garçon en question peine à se faire des relations et à nouer des liens avec ses nouveaux camarades. Voilà. Je peux pas vous en dire beaucoup plus. Je sais qu'il y a une mini-série qui existe. Personnellement, je ne me suis pas penchée dessus parce que je suis pas spécialement tentée, j'ai pas envie d'expérimenter plus en avant ma découverte des protagonistes de Sally Rooney. Je peux comprendre l'engouement que certaines personnes ont à la lecture de ces titres, mais très honnêtement, je trouve que certaines romances sont présentées de manière bien plus caricaturale par leur couverture, par leurs auteurs aussi, ou par les divers chroniqueurs qu'on peut trouver sur les réseaux ou hors des réseaux, mais en réalité, pour moi, ce serait publié au rayon romance, il n'y aurait aucun problème. Alors, on a cette volonté, je dirais, de rendre la chose hyper contemporaine, avec des dialogues autour de la sexualité qui sont sans fioriture, sans compromis, et qui parfois n'ont pas vraiment d'utilité. On a des mentions de pratiques sexuelles, je n'en vois pas, je vois pas du tout ce que ça a apporté au récit. Finalement, si je devais définir ce livre en un seul mot, ce serait que c'est banal. Donc pour moi, c'est vraiment un titre banal. C'est-à-dire qu'en termes de notes, si je devais l'appréhender via une note sur 5, il aurait certainement 2,5. Mais c'est dire à quel point j'ai trouvé ça presque insignifiant. Je vous encourage pas spécialement à lire ce titre, si ce n'est pour l'expérience, je dirais, de lire un titre qui connaît un essor fulgurant sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas, si vous êtes curieux. En dehors de cela, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je poursuis avec, dans les lectures, un petit peu en demi-teinte, même si j'ai tout de même préféré très largement ce titre-là à ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. Graveyard Shift de M.L. Rio, qui est l'auteur ou l'autrice, il me semble que c'est l'autrice, de If You Were Villain, que j'affectionne pour de multiples raisons que j'ai déjà mentionnées sur la chaîne. On retrouve un petit peu cet univers Dark Academia, c'est vrai. Je trouve que c'est assez fonctionnel de ce côté-là. Le parti pris est intéressant aussi puisqu'on est sur une seule nuit, donc on suit de très nombreux protagonistes, entre quelle heure et quelle heure ? Entre minuit, pile, et je crois que c'est 6h30 du matin. Et donc ces protagonistes ont tendance à jusqu'à 10h du matin. Ces protagonistes ont tendance à se retrouver au sein d'un cimetière pour parler très largement parce qu'ils souffrent tous de troubles du sommeil. Alors dans des proportions différentes, mais voilà, ils ont ces similitudes-là qui font qu'ils sont un petit peu marginaux, encore une fois, ou perçus comme marginaux, ou se perçoivent comme marginaux. Et c'est une histoire qui était très originale, vraiment très sympa, mais je l'ai trouvée un petit peu longue, parce qu'à l'initiale, c'est une nouvelle un petit peu plus brève que cela. Je pense que l'autrice l'a densifiée pour qu'elle soit, je dirais, publiable dans un ouvrage indépendant. Mais c'est ce qui fait que par moments j'ai trouvé que c'était un petit peu brodé alors qu'il y avait des choses très intéressantes. J'ai pas vraiment envie de vous en dire beaucoup plus parce que l'intrigue se porte sur une espèce de champignon. Alors à l'initiale sur la présence de rats, puis de champignons, et à partir de là va naître tout un récit très étrange autour d'une espèce de substance qui causerait des mutations, des transformations. Mais je ne peux pas vous dire à quel niveau cela impacte les personnages car c'est un texte assez bref que je classerai dans le registre de l'étrange, pas de l'horreur mais de l'étrange. On est sur un campus universitaire, donc encore une fois on garde cet aspect Dark Academia si c'est quelque chose que vous aimez beaucoup. On parle beaucoup d'injustice sociale aussi, on parle de personnages qui sont en souffrance, qui n'ont pas forcément les moyens de financer leurs études, mais qui, coûte que coûte, font tout pour pouvoir s'en sortir. On a une grande dimension aussi de soutien, d'écoute
avec ces personnages qui ne sont pas forcément amis à proprement parler, mais qui vont créer un lien basé sur quelque chose de bien plus fort, à savoir l'expérience de la carence de quelque chose d'essentiel comme le sommeil. Vraiment des choses intéressantes, mais voilà, pour moi ce texte souffre et c'est son défaut. D'ailleurs, je pense que c'est... Si je devais émettre 2 défauts, je dirais que le style est un petit peu trop superficiel parfois, et voilà, et ces quelques longueurs font que ce n'est pas une lecture excellente, mais j'ai passé un bon moment dans l'ensemble, et si vous avez l'occasion de découvrir ML Rio, pourquoi pas. C'est une plume qui est encore une fois simple, mais qui est intéressante, et les univers qu'elle propose sont très originaux, et j'ai trouvé... Alors, je vais pas dire que ce que je m'emballe peut-être un peu... je pense que c'est un petit peu audacieux de dire que If We Were Villain est très très original, parce que finalement, si vous avez lu Le Maître des Illusions, vous verrez que les similitudes sont... Elles crèvent les yeux. Donc compliqué de parler d'originalité. Celui-ci l'est nettement plus. Voilà, il est vraiment... Et d'ailleurs, il arbore un petit peu, je trouve, sa marginalité de manière plus affirmée. Ça fait partie de ses qualités, mais voilà. Quelques bémols que je vous ai mentionnés. Je vais vous mentionner les 3 titres un petit peu plus graphiques, mais je vais passer très vite dessus parce que je les mets entre deux finalement. Donc j'ai lu le premier tome de Mortina, Une histoire qui te fera mourir de rire. Donc Mortina, c'est cette petite fille qui est en réalité zombie, si je me rappelle bien, et qui vit au sein du château de sa tante, qui rêve absolument de se faire des amis normaux, puisqu'elle passe le plus clair de son temps avec son petit chien zombie et en compagnie de sa tante. On est dans un univers qui fait un petit peu penser à la famille Addams, et cette petite fille est extrêmement attachante. Les illustrations sont superbes, je les trouve très originales. C'est une espèce de... Je pense que ça va bien aussi pour des adultes. Alors il y a des messages qui sont très enfantins, et puis on est dans un texte qui est une histoire qui est très brève, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'était très mignon. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'était touchant. L'histoire là se déroule au moment d'Halloween, et c'est pour cette raison que je l'ai lu à cette période. On est en automne, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors pas dans le même registre, mais toujours dans les albums illustrés. Une autrice que j'aime beaucoup, qui propose des illustrations mais d'une beauté. Je vous mets ça ici, mais c'est incroyable. Alors c'est un des petits airs de Béatrix Potter. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Jill Barclay. Ici, c'est publié aux éditions Quilline. Il est très difficile de trouver ces ouvrages, donc je me les suis procurés lorsqu'ils sont sortis chez cette maison d'édition dans cette nouvelle édition, parce que si vous cherchez les ouvrages d'origine première édition, ils sont à des tarifs exorbitants sur Vinted. Là, j'en ai profité, ils sont à 13,95 € pièce. J'en ai acheté un, celui-ci. J'achèterai le suivant, je les achèterai en fonction des saisons. Les histoires sont très mignonnes, on a un vocabulaire ici qui est particulièrement soutenu. Je trouve que ça fait appel à un imaginaire des contes qu'on pouvait lire il y a maintenant... il y a pas mal d'années quand même, parce que j'allais dire quand j'étais petite, mais les contes que je lisais petite sont déjà les contes que ma mère lisait petite. Il y a cet appel à une espèce de tradition du conte qui est très bien pensée, qui est très belle. Ici, on a une leçon de morale qui est d'une grande simplicité, mais on suit ici Primrose qui vit dans le buisson au mur, qui va décider d'aller explorer les alentours de sa maison et qui va s'égarer dans la forêt. Donc ses parents vont partir à sa recherche. Et on est avec des tout petits animaux. Je dois pouvoir vous montrer d'autres exemples de planches, mais c'est vraiment... c'est magnifique. C'est une expérience qui est vraiment basée, en tant qu'adulte en tout cas, sur le plaisir d'analyser les dessins, les graphismes. C'est très beau, mais encore une fois, comme je vous le dis, c'est absolument pas un conte qui souffre d'une rédaction, je dirais, infantilisante, barbare, ou qui s'absout de la volonté de travailler avec une langue sophistiquée. Bien au contraire, pour toutes ces raisons-là, j'ai vraiment adoré. Le dernier ouvrage en matière de graphique, plus ou moins, même si on est beaucoup plus dans un ouvrage d'histoire de l'art. Et Diable de l'Apocalypse à l'enfer de Dante, un mythe à redécouvrir en 40 notices par Alix Paré, publié chez Chêne, dans la collection Ça c'est de l'art. C'est une collection que je souhaite découvrir depuis longtemps. J'ai d'ailleurs reçu un titre que je dois vous montrer en book-haul prochainement, qui est celui sur les héroïnes. Mais je voulais commencer avec celui du diable. C'était très intéressant, et comme de manière générale, je me suis beaucoup intéressée aux reproductions picturales du diable. Retrouver des œuvres que j'ai aimé fréquenter et en découvrir d'autres, c'était extrêmement enrichissant.
Vous avez une présentation qui est toujours similaire, un titre ici, un petit encart là qui va venir, je dirais, soit positionner l'œuvre dans l'histoire de l'art, soit être une petite référence à un moment biblique particulier. Vous avez souvent aussi une parenthèse sur le musée où se trouve la toile en question. Vous avez toujours la présentation évidemment de l'œuvre avec sa date de création, le matériel d'origine, donc par exemple ici on est sur une peinture à l'huile, et donc le musée où se trouve la peinture à ce moment-là. Ici, un texte qui analyse de manière un petit peu... alors, détaillée, mais en même temps superficielle, parce que vous vous doutez bien qu'une analyse de tableau qui tient sur 2-3 paragraphes, c'est compliqué. Mais ça donne des bases qui sont très intéressantes. Donc, je pense notamment à ce tableau que j'aime beaucoup personnellement, que vous pouvez retrouver au musée d'Orsay, qui est un tableau de Bouguereau qui met en scène donc Virgile et Dante, et je le trouve absolument formidable. Bref, donc c'est un ouvrage très sympathique si vous aimez l'histoire de l'art, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur des tableaux connus ou un petit peu plus méconnus. Ça balaye toute l'histoire de l'art, donc on part vraiment de peinture un petit peu plus j'allais dire primitive, mais non. Mauvais usage du terme, mais on part du 15e. Oui, on part du 15e. On a tout de même bon nombre d'œuvres du 15e siècle, mais vous voyez déjà sur le 15e et le 16e, on balaye la gravure, les vitraux, la peinture. Donc vous avez énormément de médias différents pour parler et exposer cette figure du diable. C'est vrai, c'est très enrichissant et encore une fois, c'est une bonne manière de vulgariser, je dirais, et d'entrer dans une espèce d'expérimentation de l'histoire de l'art de manière simple et abordable. Maintenant que la petite pause graphique est terminée, je reprends avec Nerona d'Hélène Frappa, qui est un ouvrage publié chez Actes Sud qui fait partie de la rentrée littéraire de 2025, qui m'avait intriguée pour son résumé, puisque Nerona, c'est donc la féminisation du prénom de Néron. Et c'est un ouvrage satirique qui met en scène une dictatrice dans un pays européen qui va gouverner d'une manière assez anarchique finalement, et mettre en place tout un tas de décrets qui n'ont ni queue ni tête finalement, et c'est un ouvrage qui va viser véritablement à, je dirais, interroger les systèmes politiques, interroger aussi les régimes dictatoriaux, la question de ce qu'est un dictateur, mais tout ça sous le prisme de l'humour. On a bon nombre d'agissements qui sont mis en scène, donc d'agissements de Nerona, qui sont absolument absurdes, mais qui sont intéressants aussi. On joue avec les codes de la sororité, puisque la sœur de Nerona a une espèce de pouvoir un petit peu mystique qui lui permet de prédire l'avenir au même titre que les Pythie par exemple. Donc on a à la fois cet appel à la mythologie et cet appel à la sororité. On est vraiment sur un trio féminin, puisqu'on a la mère de Nerona, Nerona et sa sœur. Mais c'est Nerona qui est au pouvoir et qui a très largement un côté mégalomane, qui souhaite que tous ses désirs soient, je dirais, remplis de la manière exacte qu'elle souhaite et imagine. Donc on a ce côté dictatorial qui est assez drôle finalement, qui est très caricatural et qui se veut caricatural également. C'est bien pensé, c'est sympathique. Je m'attendais en réalité à avoir un prisme de l'histoire un petit peu différent, et à ce qu'on nous propose une conception de la dictature par l'idée donc d'être gouverné par la femme et pas par l'homme. Là, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment le cas. On retrouve vraiment de très nombreuses similitudes avec la dictature masculine. Je pense notamment à des jeux qui sont mis en scène au sein d'une arène où des personnes s'affrontent, des personnes donc racisées. Il y a cette espèce de critique donc du racisme et de la stigmatisation de certaines populations au sein de ce pays fictif. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un traitement de la chose qui a mené une analyse de la politique et de la régence au sein d'un pays, voilà, qui serait porté par des valeurs différentes parce que la gouvernance était féminine. C'est pas forcément ce que j'ai trouvé, mais c'est un livre qui était qui se lit très vite. Il fait 127 pages et voilà, il est vraiment axé sur le prisme de l'humour. Il y a finalement assez peu de texte, les chapitres sont assez courts aussi, donc j'ai trouvé ça sympathique, mais ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, ce qui n'est pas en soi un mal, mais je dirais que j'ai passé un moment divertissant.
mais je ne pourrais pas plus m'avancer sur la chose. En revanche, je trouve que voilà, ça change un petit peu de ce que j'ai pu lire dans la rentrée littéraire de cette année qui me semblait finalement assez rébarbative, comme j'ai pu vous en parler au préalable. On sort de ces narrations à la première personne et de ces autofictions qui parfois me sortent par les yeux. Donc franchement, ne serait-ce que pour la prouesse et l'originalité, je salue vraiment le travail de l'autrice et j'ai trouvé qu'elle avait une plume particulièrement intéressante parce qu'une capacité à jongler avec des registres de langue qui sont très différents. De manière générale, quand les titres de chez Actes Sud, quand je les lis, ce n'est pas qu'ils me plaisent pas. En général, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose, en revanche, qui n'existe presque qu'avec cette maison d'édition pour moi, même si je pense que là, peut-être j'extrapole un petit peu, parce que si je fouille un petit peu dans ma mémoire, d'autres maisons d'édition cocheraient peut-être cette case, mais c'est vrai que chez Actes Sud, je trouve que les choses sont souvent osées, et qu'on sort de ces normes de littérature contemporaine, qu'on ose aller autre part. Et franchement, juste pour ça, je trouve que c'est super important de soutenir les publications de cette maison d'édition. Donc je suis très contente de l'avoir lu et de vous en parler aujourd'hui. Voilà, encore une fois, très original. Si la thématique peut vous intéresser, franchement, foncez. Parce qu'en termes de forme, vous n'aurez rien lu de similaire, ni en termes de forme et de fond. Donc franchement, je pense que ça peut être sympa. On a un registre de langue, je vous le dis, qui jongle avec les choses qui sont finalement très modernes et donc avec un vocabulaire presque vulgaire parfois, et d'autres fois on bascule donc dans le jargon politique parce qu'on est donc dans les affres de la construction des discours. Tout ça, ça cohabite plutôt bien, donc si vous êtes curieux, allez-y. Je vais continuer avec La chambre de lactation de Frédéric Soulier, que j'ai bien aimé, mais qui est un peu... Je ne sais pas s'il est trop explicite à mon goût, c'est une bonne question. On est dans un ouvrage qui est très gore, donc déjà si vous n'aimez pas ça, n'y allez pas, ça n'a aucun intérêt. C'est extrêmement... Donc c'est 123 pages, très explicite, l'action va extrêmement vite, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. On suit un homme qui travaille donc dans l'aseptisation des fosses septiques, le nettoyage des fosses septiques, qui va se rendre chez une femme et qui parfois s'emploie à faire du repérage pour divers cambriolages. Ce jour-là, donc, il va chez une dame qui vit seule, se rend compte que sa fortune doit être assez importante et va donc noter un certain nombre d'informations afin de revenir plus tard cambrioler la femme. Je vous raconte, ce sont les premières pages, véritablement. Il va se tourner vers un de ses amis qui l'accompagne souvent dans ces espèces de divagations et de bêtises, parce que véritablement, c'est la manière dont les choses nous sont présentées. Ce sont des bêtises, ce sont des personnes qui ne réfléchissent pas à leurs actions ni à l'impact que ça va avoir sur les gens. Et ce jour-là, les choses vont mal tourner puisque nos deux personnages pensaient que la maîtresse de maison était partie en vacances, mais il se trouve que elle a eu un contretemps, un accident sur la route et qu'elle est à son domicile lors du cambriolage. Et contrairement à ce que les deux hommes pouvaient attendre et penser, il se trouve que cette femme n'a absolument pas peur de se retrouver en face de deux hommes qui viennent la cambrioler. Voilà. Donc elle est très débrouillarde, elle fait des choses absolument atroces et elle a... Alors, on nous expose très largement son passé, donc on sait qu'elle a vécu des traumatismes qui, bien évidemment, forgent la conception que les personnes vont avoir de la sexualité, des relations d'amour, des relations même interpersonnelles. On est face à cette espèce de désordre mental d'un personnage qui a perdu son mari, qui se sent extrêmement seul et qui a perdu d'ailleurs son mari et son fils et qui rêve d'avoir un nouvel enfant. Je ne vais pas m'avancer plus, sachez simplement que c'est un ouvrage qui, encore une fois, est très explicite, donc ne lisez pas ça. Si vous n'aimez pas la littérature explicite d'un point de vue horrifique, et horrifique au sens strict, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément que ça fait peur, c'est que les choses sont horribles. Littéralement, c'est horrible. Il y a des choses, des descriptions qui sont très dérangeantes. Bon, personnellement, je n'ai pas été dérangée par ce côté-là, même si parfois j'ai trouvé que les choses étaient un peu trop crues pour moi, peut-être. Mais pourtant, c'est assez paradoxal. Tout dépend comment les choses sont amenées. Par exemple, j'ai adoré, alors je sais que ça peut surprendre, mais j'ai trouvé que le corps exquis de Poppy Z. Brite était incroyable pour tout, la manière dont il était écrit, les descriptions,
Et en même temps, il était affreux, c'est-à-dire c'est le pire livre que j'ai lu de ma vie en termes d'horreur, des horreurs contenues et des descriptions. Voilà, là pour moi on ne touche pas à ça, c'est-à-dire que on n'a pas, je dirais, cette sensibilité de la langue qui parvient à transcender les atrocités de ce qui se passe. Donc c'est un ouvrage divertissant. Si vous aimez les ouvrages qui sont très gore et qui... je dirais pas que ça fait peur, parce que ça fait pas peur non plus, mais qui vont parfois un petit peu, oui, grincer les dents, qui mettent mal à l'aise, ça peut vraiment être intéressant de le lire. Mais il n'y a pas, voilà, ce côté que j'avais pu trouver dans le Koretsky d'aboutissement assez impressionnant de la notion du gore explicite, presque pornographique, et qui porte quelque chose dans l'histoire. Voilà. Il n'y a pas cet aspect-là dans La chambre de lactation, mais ça restait une lecture sympathique que j'ai bien aimée. Ensuite, j'ai lu, donc j'ai essayé de garder cet ordre donc, que je mentionnais de livres que j'ai le moins aimé à ceux que j'ai le plus aimé. Je pense que, en toute honnêteté, si je dois continuer, c'est compliqué pour moi, là j'hésite entre 2 titres, mais je pense que je vais quand même partir. Je vais vous parler de Je sens grandir ma peur de Yen Red, que j'ai, si je dois être tout à fait transparente, je ne suis pas persuadée d'avoir compris la totalité des enjeux de ce texte. Mais j'ai trouvé que justement cette espèce de jeu que met en scène l'auteur avec le lecteur était intéressant. Donc déjà je dirais que pour le côté novateur de la tentative de création, je voulais souligner quand même cet aspect-là qui m'a plu. C'est un livre qu'il faut lire jusqu'à la fin. Le problème, c'est que tenir jusqu'à la fin, c'est pas forcément facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Le premier élément, c'est que vous ne devez pas lire la 4e de couverture. Si vous lisez la 4e de couverture, vous aurez l'impression que d'être floué pour la simple et bonne raison que la 4e de couverture couvre, je dirais, 50 pages du roman et qu'il en fait 190. Donc, vous avez cette impression que le pacte, je dirais, auteur-lecteur n'a pas été rempli, alors qu'en réalité, c'est une simple question de 4e de couverture. On suit ici un personnage féminin qui est en couple avec un homme. On sait qu'elle hésite très largement à le quitter. Elle oscille en réalité entre l'idée de rester avec lui et de constater les multiples constats des qualités de cet homme, et d'un autre côté tous les points négatifs qu'elle peut observer, et même parfois, je dirais, l'étrangeté, la surprise qu'elle peut avoir dans le regard lorsqu'elle découvre des facettes de sa personnalité qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle ne fréquentait pas avec une assiduité suffisante pour en prendre véritablement conscience. Donc cet aspect-là est intéressant parce qu'on a une analyse de la relation comme quelque chose de très malaisant. En ce qui me concerne, je m'attendais à quelque chose de l'ordre du Get Out un petit peu si vous avez lu le film. Ce n'est pas du tout le cas. Il ne se passe finalement presque rien dans ce titre, et pourtant on joue en permanence avec les émotions du lecteur qui est dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas forcément. Et lorsque ce quelque chose n'arrive pas, il y a une forme de frustration évidemment qui s'accumule, mais qui, je dirais, alors qui a son paroxysme à la fin, mais la fin, voilà, je dirais, vient rééquilibrer tout ça, c'est-à-dire que la frustration que vous avez ressentie et ce besoin que vous avez eu de tourner les pages, malgré parfois, je dirais, les phases d'incertitude et cette espèce d'aspect labyrinthique que peut avoir le texte, je dirais que ça justifie l'effort que vous avez fourni à la lecture. En ça, j'ai trouvé que c'était un titre intéressant, mais comme vous pouvez le voir, je vais avoir du mal et je ne dois pas, à mon sens, vous exposer plus en avant ce qui se passe dans ce titre, parce que c'est bien plus de l'ordre de l'expérience de lecture que de la satisfaction quant à une histoire parfaitement bien pensée et explicable ici en avis lecture. J'ignore si j'ai fait preuve d'une grande clarté, mais je pense que c'est ce que je peux vous dire de plus proche, en tout cas, de ce que j'ai ressenti lorsque j'ai lu ce titre. Si je dois continuer, toujours en gardant cette idée de classement, je vous parlerai de Un secret de Philippe Grimbert, qui est un livre que je devais lire depuis très longtemps et dans lequel je me suis lancée au mois d'août parce que je cherchais un titre qui pouvait m'intéresser pour ma séquence sur l'autobiographie avec les 3e. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai trouvé que Philippe Grimbert écrivait particulièrement bien. C'est un moment de l'histoire qui m'a toujours beaucoup intéressée et ici on l'aborde par un biais un petit peu différent. Un secret
comme son nom l'indique, traite très largement de l'idée de secret de famille. Donc on a quelque chose qui ne doit pas être su par un enfant. Cet enfant, c'est Philippe Grimbert lui-même, qui narre son histoire au travers donc de plusieurs années et de découvertes qui vont venir chambouler drastiquement son existence. Philippe Grimbert n'a pas connu la guerre lui-même. En revanche, ses parents l'ont vécu, ses parents, sa tante, sa famille proche. Un événement va venir complètement faire basculer sa vie puisqu'il va se rendre compte que ses parents ont un passé et que dans ce passé, il y a des choses absolument abominables qui se sont produites en rapport avec la guerre. C'est un texte sur l'identité, sur la guerre, sur l'héritage aussi, je dirais, dans la famille, sur l'impact d'un secret au sein d'un petit groupe qui est tout à la fois famille-amie, parce qu'il y a aussi cette dimension, je dirais, de la famille au-delà de la frontière du sang. C'était très intéressant, très bien écrit encore une fois. C'est un texte bref, il fait 97 pages. Je ne pense pas le proposer à mes élèves. J'hésite, mais c'est pas forcément l'axe que j'ai envie de prendre. Et même si je le trouve très intéressant et que je pense que c'est un témoignage essentiel, immédiatement, je n'ai pas envie d'en faire une étude approfondie. Il n'empêche que c'est une lecture que je trouve importante et que je vous encourage à faire parce que d'une part, il est très bref, d'autre part, il est très prenant. Et c'est très intéressant de fréquenter tout à la fois cette question de l'identité, de l'autobiographie et du récit de guerre. Donc n'hésitez pas si vous êtes curieux. D'autant que c'est un titre qui se trouve très facilement d'occasion, ce qui vous permet donc, même en cas, je dirais, d'échec pour vous, de ne pas avoir la frustration d'avoir acheté un livre neuf. Les publications sont multiples, je le vois systématiquement en librairie d'occasion ou sur les vide-greniers. On continue avec La Mare au diable de George Sand, qui est un ouvrage que j'ai lu extrêmement rapidement, qui est très bref. Il se classe donc dans la catégorie des romans champêtres de l'autrice et donc je fais une toute petite aparté parce que je trouve qu'il est très important de lire la préface avant de se lancer dans ce titre. George Sand place ce livre comme un livre qui a une volonté de simplicité et qui s'est voulu être proposé comme un roman complexe par la plupart des critiques littéraires qui de ce fait justement ont été particulièrement virulents à son égard. La Mare au diable, si vous le prenez comme un roman simple, qui propose une espèce de romantisation de la vie paysanne au XIXe siècle avec une langue très jolie, très poétique, assez sophistiquée mais très accessible, je dirais qu'il coche toutes les cases. En revanche, si vous l'appréhendez comme un ouvrage complexe qui ne souffre d'aucune carence, et qui, je dirais, propose des psychologies de personnages qui ont un petit peu de relief, vous ne trouverez pas ça ici. On a des personnages qui sont c'est très manichéen, on a vraiment les gentils qui font des bonnes actions, on a l'influence potentielle de cette mare au diable qui est une espèce de lieu où des entités causeraient la perte de bonnes personnes justement qui s'égarent dans les bois. C'est un espèce, oui, d'imaginaire magique autour d'un lieu. Et donc ce lieu, c'est le Berry. C'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée pour le coup. Je suis allée faire beaucoup de recherches par la suite, mais là, je vous parle uniquement du titre et je vais essayer d'aller un petit peu vite. On suit Germain et Marie. Marie a 10 ans de moins que Germain, me semble-t-il. Germain a perdu sa première épouse. Il a un fils de cette union. Et il vit actuellement chez ses beaux-parents. Le beau-père souhaite absolument le remarier puisque Germain est jeune et qu'il fera un bon parti, il ne doit pas rester seul et le petit, il me semble que c'est Pierrot, a besoin d'une figure féminine pour grandir. Germain est donc envoyé dans un village voisin pour faire la rencontre d'une femme, rendez-vous organisé par ce beau-père donc qui souhaite le voir marié. Mais il se trouve que dans le même temps, la jeune Marie est attendue pour exercer un emploi de bergère dans un village environnant et Pierre va donc l'escorter. Au cours de ce voyage, il va tomber éperdument amoureux de la jeune fille, même si... compliqué, hein. Là, pour le coup, les relations amoureuses dans le cadre de la mare au diable et les descriptions qui sont faites, c'est dur. C'est-à-dire que on a cette espèce d'impression que Germain, qui nous est présenté comme un personnage travailleur, digne, fier, gentil, patient. Il y a quand même un côté un petit peu... il insiste pas mal, le Germain, pour avoir Marie. C'est un roman qui finit bien.
Donc ne vous attendez pas à un roman du 19e qui fait une critique sociétale, particulièrement virulente, qui s'illustre comme voilà, des revendications particulièrement marquées de chez Sand à l'époque, pas du tout. D'ailleurs, on n'a même pas l'attrait, enfin, on n'a même pas les grands traits qu'on va trouver même dans sa prise de position en tant que femme écrivaine à l'époque qui prend un pseudonyme masculin à l'initiale, pour cesser d'être un petit peu insultée en permanence et rabaissée dans ce qu'elle peut faire. On n'a pas du tout cet aspect-là. C'est pas un roman engagé, c'est un roman qui a vraiment une âme enfantine. Voilà, c'est un roman assez enfantin. D'ailleurs, je pense que pour un public jeune, il peut tout à fait convenir, même si la langue de George Sand est tout de même assez poétique et soutenue. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je dois reconnaître que la lecture était sympathique. La seule chose que je déplore un petit peu, c'est qu'on laisse trop peu de place à cette espèce d'entité de la mare au diable qui est censée justement appeler le diable quelque part et marquer une espèce de mystique et de fantastique au sein du récit. C'est la seule carence que j'ai trouvée. Sinon, en dehors de ça, j'ai passé un bon moment de lecture. Je l'ai un petit peu annoté, même si c'était de manière brève. Je souhaitais vous en faire un exposé plus complet. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si cela peut vous intéresser. Pour l'instant, je vais me contenter de cela et si éventuellement la chose vous intéresse, je me pencherai plus en avant sur l'œuvre. Je souhaiterais ensuite vous parler de Yellowface de R.F. Kuang, qui est un ouvrage là aussi qui devait s'inscrire au sein d'une vidéo de ces titres qui ont eu un essor considérable via TikTok ou les différents réseaux sociaux. Alors s'il est placé là, vous vous doutez bien que j'en ai pensé beaucoup de bonnes choses. Yellowface, c'est un titre que j'ai trouvé assez déroutant et je suis assez surprise qu'il ait plu à ce point. En ce qui me concerne, je le classerai dans la veine, alors même si je ne le trouve pas aussi qualitatif que Mon mari de Maud Ventura ou que Mon année de repos et de détente de Otessa Moshfegh, je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que... alors d'ailleurs, je vous parle de Mon mari, mais je dirais plus qu'il ressemble à Célèbre de Maud Ventura. Dans Yellowface, on suit une jeune femme qui peine à trouver le succès avec ses écrits, qui est amie avec une femme qui, elle, a brillamment réussi sa carrière littéraire en très peu de temps et de manière assez fulgurante. Évidemment, elle ressent une jalousie assez importante à l'égard de cette amie. Un jour, elle va passer, d'ailleurs pas un jour, une nuit, elles vont passer une nuit ensemble, donc elles vont boire un coup, et puis finalement, notre protagoniste principal va se rendre chez cette autrice à succès, qui va, et j'ai trouvé ça assez drôle, s'étouffer avec de la pâte à pancake et mourir. Alors évidemment ce n'est pas un meurtre, notre héroïne tente tant bien que mal de sauver son amie, mais n'y parvient pas. Et dans un espèce d'élan que je trouve très intéressant comme point de départ à la rédaction d'un roman, elle va voler le manuscrit de cette amie. Or, le manuscrit de cette amie parle de l'impact et du rôle de la population chinoise, des combattants chinois durant la Seconde Guerre mondiale, ou la première, je ne sais plus. Et finalement, ce qu'on va interroger plus largement dans la suite du récit, de manière très piquante, ironique, et avec avec une plume très acerbe, c'est cette espèce de volonté de s'approprier, de s'assimiler, de s'approprier un combat et de s'assimiler à une communauté qui n'est pas la nôtre. Mais ça, c'est, je dirais, le propos, si on lit l'ouvrage de manière assez première, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une critique de cet aspect-là. Mais tout ce qu'il y a derrière, c'est incroyable, je trouve. Je trouve que ce texte est d'une richesse assez impressionnante et je ne m'attendais pas du tout à ça. On a vraiment une dénonciation des milieux éditoriaux abusifs, on a une mise en exergue de la psychologie d'un personnage qui est exécrable et détestable, mais qui en même temps nous inspire des sentiments parfois positifs tels que la compassion, alors qu'elle a vraiment les agissements de ce protagoniste sont difficiles, très très difficiles, et la plupart du temps amoral profondément. Et là je vous parle pas d'une amoralité qui peut être valorisée d'un point de vue individuel, pas du tout, c'est-à-dire que elle sait elle-même qu'elle agit mal, elle sait au moment où elle vole le texte qu'elle agit mal, etc., etc. Bref, vous vous en doutez, à un moment donné, c'est quelque chose qui va se savoir, même si ça arrive assez tardivement dans le roman, et on va voir la réaction qui va s'en suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un personnage qui, finalement, de A à Z, n'avance que très très peu sur sa
conception des choses et des personnes, malgré une pluralité d'expériences qui devrait la pousser dans des retranchements qui l'amèneraient à grandir et à changer. Et à sortir d'une espèce de, oui, de conception, je dirais, très mégalomane et très individualiste du monde, de la création littéraire et du succès littéraire. Et personnellement, j'ai adoré ce livre, je l'ai lu très rapidement. Je dois reconnaître que, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas, vous allez voir qu'il y a quand même quelques titres au-dessus, j'ai adoré le moment de lecture que j'ai passé. Par contre, j'ai trouvé que c'était un petit peu long par moment, parce que on répétait cette thématique de l'appropriation et les critiques qu'on voulait absolument faire à l'héroïne, parfois de manière un peu trop caricaturale, mais c'est de l'ordre du point de détail. Moi, personnellement, je trouvais que le livre était très abouti. Il se lit comme un thriller. Je n'aime pas spécialement les thrillers, mais il se lit de cette façon-là, c'est-à-dire thriller psychologique. On a une espèce d'addiction, on veut savoir ce qui va se passer, on veut savoir ce que les choses vont donner. On est hyper intrigué par cette espèce de milieu éditorial qui nous est complètement inconnu. On a la négociation des contrats, on assiste véritablement à tout le cheminement de la construction d'un ouvrage. C'était vraiment passionnant et j'aime beaucoup ce titre. Mais ce n'est pas le premier, comme vous allez le voir. Je vais poursuivre avec... c'est un petit peu difficile, hein. Je vais poursuivre avec Des dinosaures et des fourmis de Liu Cixin, j'espère que je le prononce correctement, qui est là aussi à l'origine une nouvelle densifiée par l'auteur, mais pour le coup on ne sent absolument pas, je dirais, la reprise du texte de manière postérieure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une une connivence, une synergie qui est absolument fonctionnelle dans le texte. On ne sent pas qu'il y a un travail postérieur qui a été fait sur l'œuvre telle qu'elle était pensée à l'initiale. Ce texte, il est vraiment bien. Alors, il est écrit de manière très simple, mais il fait appel à bon nombre de, je dirais, de notions plus scientifiques et plus complexes. Et je trouve que son titre le présente particulièrement bien, Des dinosaures et des fourmis. Et en gros, on a comme une espèce... Alors c'est compliqué je dois reconnaître, de savoir si finalement ce que l'auteur imagine, c'est le monde des fourmis et des dinosaures avant nous, ou si le monde des fourmis et des dinosaures nous a remplacés. Parce qu'en réalité, on va avoir un événement bien précis qui va se produire, qui va bouleverser la face de la Terre, puisqu'un jour, un dinosaure, donc les fourmis meurent de faim. Un dinosaure arrive près d'elle, vient de se repaître de son repas. Et il se trouve qu'il a de la viande coincée entre les dents. Et les fourmis vont aller chercher ces morceaux de viande. Donc soulager les dents du dinosaure en retirant le corps étranger qui pouvait être à l'origine de ce désagrément. Et elles vont s'en nourrir. À partir de là, va naître entre les deux espèces un lien, en tout cas, un lien qui à la base a quelque chose de presque commercial, qui s'apparente à du troc, c'est-à-dire que les dinosaures souffrent d'avoir de la viande coincée entre les dents, par exemple, et les fourmis vont les en débarrasser, donc c'est un service récompensé par, derrière, de la nourriture pour les fourmis. Puis les choses évoluent. Les fourmis apprennent à soigner les dinosaures, elles apprennent à travailler sur... toute leur création, et il se trouve que voilà, ce qui manque cruellement aux dinosaures, c'est la minutie, le travail minutieux, chose dans laquelle les fourmis excellent. Et on va voir cette interdépendance entre les espèces, puisque les fourmis vont dépendre des dinosaures donc à l'initiale pour se nourrir, et plus tard pour leur développement technologique, parce qu'il se trouve que les dinosaures font preuve d'une inventivité et d'une créativité qui échappe complètement aux fourmis, tandis que les dinosaures vont dépendre des fourmis pour les travaux minutieux, comme je vous le disais, mais également pour tout ce qui va être de l'ordre du médical. Les deux espèces entretiennent donc cette espèce de lien qui est passionnant, et évidemment que, comme dans toute évolution de civilisation et de société, puisque on peut parler de société à terme dans ce texte-là, évidemment il va y avoir des désaccords, des choses qui vont être remises en question. J'ai trouvé cette nouvelle absolument formidable et je suis impatiente de relire d'autres textes de l'auteur. Je ne me plongerai pas immédiatement dans le problème à trois corps qui m'impressionne très largement, mais un titre qui se nomme Terre errante a failli rejoindre ma palle il y a quelques jours. Je pense que je le prendrai en EPUB parce que
parce que je n'ai pas des dinosaures et des fourmis, et c'est vrai que quand je commence à lire un auteur en e-book, j'aime bien continuer. Ce texte, il a des défauts, peut-être que vous le trouverez trop simple dans sa construction, peut-être que vous trouverez la langue finalement assez peu sophistiquée, mais tous les concepts scientifiques auxquels on fait appel sont argumentés, structurés, intéressants, et le texte en lui-même est assez passionnant. On suit des générations et des générations de fourmis et de dinosaures. Il y a aussi cette espèce d'écho entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, donc il y a vraiment plein de notions qui viennent, se chevauchent et se superposent jusqu'à arriver à un point où on a des interrogations qui, je dirais, concernent aussi le monde humain. Les outrages qu'on a pu faire à la nature, la manière dont on est dépassé par certaines technologies, il y a vraiment toutes ces interrogations-là, donc c'est un texte qui critique aussi, je dirais, notre avancée, nos sociétés et la façon de faire des humains par le biais des comportements. Alors majoritairement des dinosaures, hein, je vous avoue qu'ils n'ont pas forcément le beau rôle, en tout cas dans la perception que j'en ai eue, mais vraiment je vous invite à lire cette nouvelle, elle est très très intéressante, et elle fait 180 pages, ça va très vite, et ce n'est pas son seul point fort, ça va vite, et c'est particulièrement divertissant, donc n'hésitez pas. J'en ai terminé avec tout ce qui est dématérialisé, et le problème c'est qu'il me reste 4 livres et là je suis dans l'incapacité absolue de les classer, même si peut-être que celui-ci est légèrement en dessous, mais je l'ai beaucoup aimé. L'horreur à Dunwich de Lovecraft, qui est un ouvrage dans lequel on suit Wilbur qui naît dans une famille très particulière, assez mal vue dans le village de Dunwich, et qui va petit à petit s'intéresser à des choses un petit peu obscures, un petit peu étranges. Cet attrait pour le morbide et le macabre va être grandement lié au fait qu'il n'est absolument pas reconnu dans la communauté, il est craint, il inspire énormément de dégoût aussi, même à sa propre famille. Il va développer donc de plus en plus, il va grandir extrêmement vite, donc on va le trouver enfant, et en l'espace de quelques mois, il va savoir parler, savoir marcher, puis très vite s'intéresser, donc je vous le disais, à toutes ces sphères un petit peu ésotériques, jusqu'à une espèce de rencontre évidente avec le Necronomicon. Nous suivons plusieurs docteurs qui vont enquêter finalement sur ce personnage de Wilbur, et essayer de comprendre oui, encore une fois, enfin, ses agissements, et le pourquoi du comment, ce que... Je suis désolée, j'ai Indy qui me suit partout alors que j'ai ma canette de coca et c'est... Arrête de faire des bêtises. Et c'est assez difficile à décrire finalement, hein. Je dois reconnaître que les univers Lovecraftiens ont quand même quelque chose de très atmosphérique, donc il est complexe de rentrer dans le détail, et d'autant qu'on traite beaucoup de ces figures qui finalement ont quelque chose de monstrueux dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de par leur taille, leurs agissements, leur point d'intérêt, et c'est vrai que bon, on a vraiment ça dans l'horreur à Dunwich. Je pense que j'ai vraiment bien fait de commencer par celui-ci. Je dois avouer que je ne m'étais pas penchée sur un site qui me proposait un ordre de lecture particulier. J'ai juste pris celui-ci parce que j'avais envie de le lire, et j'ai vraiment bien fait. Donc on a les prémices aussi hein, de l'apparition de Cthulhu. Je suis désolée pour la prononciation, je sais que ça ne se prononce pas ainsi, mais j'oublie systématiquement de quelle manière les choses se font. Mais donc on a voilà cette idée d'espèce de dieu, j'allais dire méchant, mais je ne sais pas vraiment si c'est le cas. Pour l'instant, je ne me suis pas assez penchée sur la chose. J'ai lu L'Appel de Cthulhu il y a plusieurs années maintenant, et ça mérite relecture, donc je ne vais pas plus m'avancer sur la question. Simplement, c'est un bon roman d'horreur atmosphérique, je l'ai trouvé très intéressant, et évidemment je continuerai ma découverte de Lovecraft avec plaisir. Et à partir de maintenant, on arrive voilà, dans une espèce d'impasse. Il me reste 3 livres à vous présenter. Si je dois véritablement choisir, je pense qu'on va partir sur celui-là. Donc, As-tu mérité tes yeux d'Éric Larocca, publié chez Le Bélial. Quelle surprise ce titre! Quelle surprise. Alors sa forme n'a déjà rien de conventionnel, puisque nous sommes sur un échange de mails puis de messages via une messagerie instantanée entre 2 femmes très particulières qui se découvrent via une annonce postée par l'une d'entre elles qui souhaite vendre un coupe-pomme, un épluche-pomme qui appartenait à son grand-père. Elle fait la généalogie de cette épluche-pomme qui a appartenu à bon nombre de personnes. Dans les jours qui suivent, une autre femme tombe sur cette publication et souhaite faire l'acquisition de cette épluche-pomme parce qu'il aurait appartenu à un musicien que son grand-père aime particulièrement, et elle souhaiterait offrir à son grand-père un objet qui symboliquement lui est cher et important, parce qu'il est à la fin de sa vie et qu'il développe un certain attrait pour les objets ayant appartenu ou ayant une histoire assez importante et dense.
La communication va donc commencer ainsi. Dès les premiers messages, on sent que les deux femmes ont une volonté particulièrement marquée d'être en contact avec un autre individu. C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas d'échanger des messages du type quel est votre prix, de quelle manière procédez-vous à l'expédition, etc., etc. Bien au contraire, elles détaillent leur vie de famille respective, pour l'une, la volonté d'acheter cette épluche pomme, pour l'autre, la volonté de s'en séparer. Jusqu'à un moment surprenant dans lequel l'une d'elles va donc dire qu'elle souffre de gros problèmes d'argent et l'autre va lui proposer de payer son loyer. Et donc, elle va tout à la fois lui envoyer l'argent pour l'épluche pomme en question ainsi que le montant du loyer. À partir de là va naître une relation profondément malsaine qui va être basée sur des mécanismes qu'on penserait comprendre et connaître puisque leur relation est basée sur un contrat établi par celle qui va se placer comme supérieure, je dirais, dans la relation. Et l'autre va donc être soumise à un certain nombre d'injonctions. Les injonctions sont de plus en plus étranges. Une chose, parce que je ne comprenais pas cette couverture et je ne comprenais pas cette phrase. Je vais vous expliquer la phrase, mais je parle tout d'abord de la couverture. La salamandre qui est ici reprend un événement de l'histoire qui est assez... qui personnellement m'a dégoûtée parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Et d'ailleurs, je vous avertis, si vous ne supportez pas, parce que moi c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à supporter, les scènes avec de maltraitance animale et de mise à mort des animaux, ça va être difficile. Ce passage-là va être difficile, le reste nettement moins parce qu'on n'aborde pas tant ces questions-là, mais pour moi c'est vrai que ce passage-là a été très dur, donc je préfère vous avertir, il y a une scène de maltraitance animale. Bon, le reste est tout simplement très dérangeant, mais dans un autre registre en tout cas qui m'est tout à fait tolérable, mais j'entendrai qu'il ne le soit pas pour certains, c'est vraiment une question de sensibilité, c'est propre à chacun. Que je vous explique donc maintenant ce titre. Il se trouve que donc là, je vais vous donner les prénoms, ce sera plus simple. Donc Zoé est celle qui domine dans la relation. Zoé va donc raconter une histoire à Agnès, qui est un petit peu sa soumise, entre guillemets. D'ailleurs, c'est clairement ce qui est dit, mais bon. Elle va raconter une histoire que lui racontait son grand-père, qui expliquait que finalement, on ne se rendait pas compte, si j'essaie de le synthétiser au maximum, on ne se rendait pas compte de la chance qu'on avait d'avoir certaines choses, par exemple des mains, des pieds, des bras, des yeux, chaque jour, et que finalement on devrait agir chaque jour de manière à se remémorer l'importance de ces différents attributs qui nous facilitent grandement la vie. Et il se trouve que la question du grand-père porte majoritairement sur les yeux, d'où le titre « As-tu mérité tes yeux ?» Cette phrase, elle rythme tout le récit, elle est incroyable. Ce livre, il est fou. Il est fou dans tous les sens du terme. Il est fou dans sa construction, dans sa narration, dans ses personnages, dans vraiment son côté outrancier aussi. Je l'ai adoré, vraiment, je vous le recommande. Je ne saurais que vous le recommander si vous aimez les choses qui sont particulièrement dérangeantes, parce que là, à mon sens, on rentre dans un registre qui est difficilement tolérable pour beaucoup de personnes, parce qu'on va parler de manipulation, on va parler d'agissements qui sont très répréhensibles, qui sont très difficiles, on va parler de relations abusives, on va parler de choses qui sont un petit peu plus dégoûtante aussi, et de manière très explicite. Donc il y a vraiment les deux pôles. Il y a le pôle horrifique, je dirais, qui est basé sur la psychologie, et ensuite le pôle horrifique qui est basé sur des descriptions qui ne sont pas très ragoûtantes. Donc ne vous lancez pas si vous n'aimez pas ce type de titre. En revanche, si vous êtes friand des histoires un petit peu, voilà, je dirais à la frontière entre l'horreur et la psychologie, franchement ça peut tout à fait marcher. Mais notez qu'il y a des scènes qui sont absolument écœurantes dans ce texte, mais c'est aussi ce qui fait sa force. Il me reste 2 textes, et puisque je dois absolument choisir, je vais vous mettre... mais il fera partie de mes meilleures lectures de l'année, donc je le mets là, mais je l'aime autant que le suivant, qu'on soit clair. C'est les 2 derniers d'ailleurs, parce que je sens que la vidéo est un petit peu longue. Trajet et itinéraire de l'oubli de Serge Brussolo, qui est une nouvelle incroyable, incroyable. Si je vais vous dire très peu de choses parce que je ne vois pas l'intérêt de vous gâcher le plaisir de la découverte. Ici, on suit un homme qui visite quotidiennement un musée, plus que quotidiennement d'ailleurs, mais de manière très régulière un musée d'une telle ampleur qu'il fait penser très largement à la Maison des Feuilles, si vous avez lu l'ouvrage, et qui propose une multitude de pièces tellement nombreuses qu'il est quasiment impossible de faire l'inventaire des objets qui s'y trouvent.
Et chacun des objets recèle une énigme. Nous suivons donc Georges qui s'aventure, comme je vous le disais, très régulièrement au sein de ce musée et qui va s'interroger sur une toile bien précise qui met en scène un pharaon, je crois, si je me rappelle bien. Bon, ce n'est pas ce qui est au centre du récit, mais en revanche, ça l'ouvre et ça le clôt, cette histoire d'énigme. C'est un récit, là aussi, labyrinthique, qui s'apparente, comme je vous le disais, un petit peu à la Maison des Feuilles, mais de manière beaucoup plus épurée, évidemment, mais qui a une force, une puissance en l'espace d'une centaine de pages. Et la plume de Brussolo est d'une beauté. Je suis impressionnée qu'on puisse faire des textes aussi dérangeants, basés sur des espèces de peurs primaires, avec ces idées, d'espaces liminaux, un petit peu, et qui joue sur la notion d'immensité, de gargantuesque et qui est écrasant, mais qui en même temps est fait en si peu de pages. C'est incroyable. Donc d'un côté on a Georges, de l'autre on a sa femme. Sa femme, c'est vraiment un protagoniste que je trouve passionnant, qui est détestable sur certains aspects mais qui est vraiment très riche sur d'autres. C'est une femme qui veut absolument s'émanciper par le biais de la connaissance et qui va s'inscrire donc à un programme d'établissement des ressources du musée. Donc il va vouloir faire l'inventaire du musée. Vraiment, c'est passionnant, j'ai adoré ce livre. J'ai peur de vous en dire trop et en même temps de ne vous en dire pas assez, mais pour le coup, même si vous n'êtes pas friand d'horreur au sens strict du terme, là on est sur quelque chose qui est bien plus basé sur, je dirais, des jeux d'esprit. Donc il y a quelque chose de très dérangeant aussi, mais dans un tout autre registre et porté par la plume de Brussolo qui, encore une fois, est très belle, à quelque chose de très travaillé, de très sophistiqué, qui fait appel à bon nombre de connaissances, qui joue avec un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire le plus consensuel qui soit, donc vous serez surpris, vous apprendrez des mots durant votre lecture, vous découvrirez aussi des œuvres qui ont des passifs assez impressionnants, parce que même si certaines choses sont inventées, d'autres font appel à un espèce d'imaginaire réel, donc basé sur des œuvres qui peuvent exister. Vraiment, il est génial ce livre, génial, c'est une petite nouvelle, elle est extraite du recueil Aussi lourd que le vent, que je vais rapidement me procurer parce que moi je n'ai que cet exemplaire-là, donc avec la nouvelle éditée en individuel, mais c'était une super lecture. J'ignore si j'en parle suffisamment bien, je ne pense pas, mais je l'aime énormément. Et je vais terminer avec Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, que j'ai lu il y a quelques semaines maintenant, donc j'espère que je vais pouvoir en parler suffisamment bien. Il fera également partie de mes coups de cœur de cette année. C'est un récit que vous avez dû voir passer moult fois sur les réseaux sociaux parce qu'il a connu un essor considérable ces derniers mois/années. Qui met en scène donc une jeune fille qui a toujours vécu dans une espèce de cave sécurisée et gardée par des gardes. Mais on n'a aucune idée de ce qui a pu se passer à l'extérieur, on ne sait pas pour quelles raisons les femmes sont enfermées, on ne sait pas depuis combien de temps cela dure et combien de temps cela va durer. Tout ce que nous savons, c'est que la protagoniste que nous suivons et qui nous fait son récit n'a jamais connu le monde tel qu'il était avant, n'a donc aucune connaissance des hommes, ni aucune connaissance des mœurs classique et commune, je dirais, aux femmes qui l'entourent et aux hommes qui la surveillent. Un jour, un incident va se produire et la jeune fille va être amenée à sortir de cette cage et à découvrir le vrai monde. J'espère que je vous le résume convenablement, parce que dit de cette façon, ça a l'air assez peut-être assez consensuel, ça ne l'est pas du tout. C'est très compliqué parce que où se placer? Est-ce qu'on est dans quelque chose de, je dirais, d'un petit peu absurde, parce qu'il y a cette dimension-là, on n'a jamais d'explication finalement à ce qui se pense, donc il y a un côté un peu kafkaïen dans cette idée-là, où on a une espèce d'impression qu'il y a une impulsion de vie, mais vaine finalement. On a aussi un côté qui va beaucoup plus s'apparenter à un récit post-apocalyptique, si on souhaite l'analyser sous un prisme de ce type, auquel cas je rattacherai ce récit à quelque chose qui s'apparente un petit peu à des titres comme ceux de Margaret Atwood. Donc on a un parti pris qui est très engagé, parce que ce sont seulement des femmes qui sont enfermées, et on a cette idée de la solitude qui s'instaure et qui apparaît petit à petit, même si elle est là à l'initiale aussi. Ça interroge sur bon nombre de choses, c'est d'une richesse assez rare et d'une force que je trouve bouleversante. C'est pas une lecture que je vous recommanderais de faire dans n'importe quelle situation. Je trouve que c'est tout de même assez exigeant en termes de émotionnel, mais aussi en termes de lecture, parce que comme vous êtes
d'un point de vue d'une jeune fille qui apprend à découvrir le monde, je dirais que c'est assez demandant parce que vous vous placez vous aussi finalement à l'extrême frontière de ce que vous connaissez. Parce qu'à ce moment-là, vous devez incarner et vous sentir incarné par un personnage qui ne connaît pas le monde dans lequel il va être susceptible d'être amené à évoluer. Et d'ailleurs, vous non plus, vous ne le connaissez pas, puisque comme je vous le dis, on a cette espèce d'interrogation latente, à savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que l'humanité change à ce point-là. Donc on a ces deux biais. On a une espèce de biais d'engagement féministe aussi, parce qu'on a toute cette éducation qui est liée à la sororité, au contact des femmes, lorsqu'elles vont être hors de la cage, puisqu'à l'intérieur de la cage, les contacts sont interdits. Et en même temps, on a cette espèce, comme je vous le disais, de solitude qui transcende tout finalement, qui s'immisce partout et qui cause une espèce de... parfois de difficulté, de compassion pour la jeune fille que nous suivons encore une fois et qui découvre le monde pour la première fois. Il me semble avoir vu des retours négatifs sur ce titre, je pense que c'est la fin qui provoque cette... je sais pas, cette espèce d'instabilité, parce qu'effectivement la fin n'est pas tout à fait claire, ou tout du moins elle n'amène pas une réponse précise à la situation. Personnellement, je trouve que ça fait partie des forces de ce roman. D'ailleurs, pour moi, à mon sens, c'est l'une de ses plus grandes forces. Je pense que si nous avions toutes les réponses espérées à la fin, certains, beaucoup, seraient forcément déçus. Sa richesse, à mon sens, repose aussi sur son mystère, et je trouve que c'est une œuvre indispensable. Je vous invite très très vivement à la lire. Ça fait partie, voilà. Je pense que ce sont mes deux meilleures lectures de cette sélection. Très différents, mais vraiment tous les deux franchement très prenants, très bien écrits, très intelligents. Et je vais m'arrêter là. Je suis désolée pour la longueur extrême de cette vidéo. Cela faisait un petit moment que je n'avais pas filmé. Et pour tout vous dire, je pense que j'aurais dû couper cet update en deux, parce que les choses vont être longues pour vous, mais elles vont être longues pour moi aussi à monter. Donc vous allez avoir une vidéo de la durée d'un film. Je vous remercie d'être resté jusque là. Si vous avez lu certains de ces titres, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je serai ravie d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à me recommander peut-être les lectures que vous êtes en train de faire, ou si vous avez des choses, parce que ce qui m'intéresserait le plus finalement ce serait ça. Des choses un petit peu étranges comme ce que je vous ai présenté avec Éric Larocca, ou avec ce type de titres finalement qui sont, voilà, je dirais qui font primer la bizarrerie. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.